17 décembre 1944. La forêt des Ardennes gémissait sous le poids de la neige et de la guerre. Les arbres, dépouillés par l'hiver, résonnaient des échos de l'artillerie lointaine. Quelque part près de Bastogne, un char Sherman gisait accroupi derrière une crête peu profonde, sa carcasse d'acier frissonnant dans le froid mordant. À l'intérieur, 4 hommes transpiraient sous des couches de laine et de peur. Leur souffle se transformait en vapeur. Le canon principal avait déjà craché plus de 2 douzaines d'obus ce matin-là. Les bras du chargeur étaient endoloris. Les nerfs du tireur s'effilochaient à chaque pression sur la détente. Mais le véritable ennemi n'était pas le vent glacial, ni même les panzers allemands qui les encerclaient. C'était le silence. Car les bandes de munitions étaient presque épuisées. La mitrailleuse montée sur le toit était vide. Celle coaxiale n'avait plus qu'une poignée de cartouches. Et les bandes de munitions standard, faites de tissu et de maillons métalliques, s'étaient déjà enrayées 2 fois dans le gel. Pas de ravitaillement. Pas de contact radio. Pas d'espoir. Le chef de char fixait la route verglacée où la fumée s'enroulait depuis les épaves de camions américains touchés des heures plus tôt. Ses lèvres gercées murmurèrent, « C'est la fin ». C'est alors que le chargeur, Calvin Brigg, 22 ans, originaire du Kentucky rural, plongea la main dans un sac en toile de jute sous son siège. Il en sortit un rouleau de quelque chose d'étrange. Ce n'était pas un équipement réglementaire. Cela semblait fait main. Des bandes de tissu de coton cousues ensemble par des mains malhabiles. Des boucles piquées avec soin. Espacées régulièrement. Dans chaque boucle, des cartouches de calibre 50 étaient serrées comme des épis dans une corbeille de moisson. Le tireur jeta un coup d'œil méprisant. Encore ce truc? Calvin ne répondit pas. Il se contenta de l'insérer dans le mécanisme d'alimentation de l'arme. Il l'avait cousu à la lueur d'une bougie. Pendant des semaines. Ils avaient ri la première fois qu'il l'avait montré. Il l'appelait l'ingénierie Pequenaude. Mais aujourd'hui, au milieu d'une guerre qui broyait les hommes et les machines, c'était la seule bande qu'il restait. Et quand il pressa la détente, le Sherman rugit. Pas pendant 10 secondes. Pas pendant 10 minutes. Mais pendant 4 heures d'affilée. Qui était Calvin Brigg? Avant la neige. Avant les obus. Avant que la guerre ne transforme les garçons en hommes et les machines en bouées de sauvetage. Il y avait Calvin Brigg. Il était né au printemps 1922 dans le comté de Lyon, au Kentucky. Sa famille possédait une modeste ferme juste à l'ouest de la rivière Cumberland. La vie n'était pas facile. Mais elle était honnête. Les mains de Calvin étaient calleuses dès l'âge de 10 ans. Non pas à cause de la guerre, mais à force de serrer les boulons du tracteur rouillé de son père et de refaire les coutures des vieux harnais de charrue qu'il ne pouvait pas se permettre de remplacer. C'était le genre de garçon qui pouvait réparer une clôture avec du fil de fer barbelé et une boucle de ceinture. Qui pouvait dépecer un cerf, graisser une boîte de vitesse et souder un essieu cassé avant que la plupart des enfants n'apprennent leur table de multiplication. À 17 ans, il avait déjà construit un moteur fonctionnel à partir de pièces de récupération, de rubans adhésifs et d'une bonne dose d'optimisme. Mais Calvin était plus qu'un simple garçon de ferme aux bottes sales. Il avait un esprit agité. Il lisait la revue Populaire Mécanique comme si c'était un livre saint. Il avait un jour marché 10 kilomètres jusqu'à une foire de comté juste pour voir un générateur diesel en action. Quand la guerre éclata en 1939. Il suivit les gros titres comme un homme observe le ciel en quête d'orage. Silencieux. Concentré. Toujours en train de calculer. Lorsque les Japonais attaquèrent Pearl Harbor en 1941. Calvin s'engagea le lendemain. Non par colère. Ni même par patriotisme. Du moins pas de la manière que les affiches et les défilés exigent. Il s'engagea parce qu'il croyait qu'il fallait faire les choses correctement. Parce que la guerre, telle qu'il la voyait, était la machine ultime. Terrible, bruyante et impitoyable. Et peut-être
Juste peut-être. Si quelqu'un comme lui, qui comprenait comment les choses fonctionnaient, était là pour maintenir les engrenages en mouvement. Quelques garçons de plus pourraient revoir leur ferme un jour. Calvin fut formé comme mécanicien de char. Mais il ne resta pas longtemps à l'arrière. Il se porta volontaire pour servir comme chargeur sur le terrain, insistant sur le fait que la meilleure façon de comprendre ce qui tombait en panne était d'être là quand ça arrivait. Ses officiers le trouvaient étrange mais fiable. Silencieux mais pas timide. Et toujours en train de bricoler. En Afrique du Nord, il fabriqua un chauffe-eau avec de vieilles douilles d'artillerie. En Sicile, il répara une chenille cassée en utilisant des cerclages de tonneaux de vin. Et pendant la longue avancée à travers la France, alors que les lignes de ravitaillement s'amincissaient et que chaque écrou et chaque boulon comptaient, Calvin Brick devint une sorte de légende. Non pas parce qu'il parlait beaucoup, mais parce qu'il réparait de grandes choses. Mais son invention la plus audacieuse ne naquit pas sur un champ de bataille. Elle naquit de l'ennui. Fin 1944. Alors que l'hiver commençait à mordre et que la contre-offensive allemande n'avait pas encore frappé, Calvin remarqua un problème récurrent. Les bandes de munitions en tissu standard utilisées pour alimenter les mitrailleuses Browning du Sherman n'arrêtaient pas de s'enrayer par temps froid. Les maillons métalliques se déformaient. Le tissu se raidissait. La moindre humidité faisait gripper les bandes. Alors, il commença à coudre. Au début, cela paraissait ridicule. Des bandes de coton provenant d'uniformes de rechange. Des morceaux de toile pris sur des housses de siège. Même de la ficelle et des lacets. Il cousait les boucles à la main, les espaçant à l'aide d'une douille de balle et d'une règle qu'il avait taillée dans du bois. Il travaillait la nuit, penché sur une lanterne, jurant quand l'aiguille glissait. Ses coéquipiers riaient, l'appelant la courte pointe du campagnard de Calvin. Le tireur lui dit, « Tu crois qu'Hitler va se rendre quand il verra ton projet de travaux manuels ?» Calvin ne discuta pas. Il ne le faisait jamais. Au lieu de cela, il continua à peaufiner, à tester. Un jour, il la chargea dans l'arme de secours pendant des exercices. L'alimentation était plus fluide qu'avec le modèle réglementaire. Pas de blocage. Pas d'accroc. Juste un tir propre et rythmé. Pourtant, personne ne le prit au sérieux. L'intendant refusa de l'enregistrer. Son lieutenant leva les yeux au ciel. « Ce n'est pas réglementaire ?» dit-il. « Garde ça pour la foire agricole en rentrant chez toi. » Alors Calvin plia la bande faite maison, la plaça dans un sac en toile de jute et la glissa sous son siège. Au cas où. Il n'imagina jamais que ce serait la seule chose qui se dresserait entre la vie et la mort. Mais la guerre a une façon de rendre l'absurde essentiel. Et dans les bois gelés des Ardennes, ce sac de coton cousu était sur le point de devenir l'invention la plus importante du champ de bataille. Froid, chaos et une machine de guerre à court de munitions. En décembre 1944, les Alliés pensaient que la guerre en Europe était presque terminée. Ils avaient pris d'assaut les plages de Normandie en juin, libéré Paris en août. L'armée allemande battait en retraite sur presque tous les fronts. Les approvisionnements étaient certes tendus, mais le moral était au plus haut. Beaucoup de soldats pensaient être à la maison pour Noël. Ils avaient tort. Le 16 décembre 1944, dans les sombres forêts des Ardennes, Hitler lança une contre-offensive de la dernière chance. Plus de 200 000 soldats allemands, appuyés par 1000 chars et une artillerie massive, s'écrasèrent sur les lignes américaines faiblement tenues. C'était audacieux, désespéré. Et cela prit les Alliés complètement par surprise. Ce qui suivit fut le chaos. Des camions chargés d'équipements divers n'arrivèrent jamais. Des convois de carburant tombèrent dans des embuscades. Des dépôts de munitions furent bombardés. Les radios se turent. Des dizaines de chars, en panne, gelèrent sur place. Littéralement des cercueils d'acier dans la neige. Pour les équipages de première ligne comme celui de Calvin,
Les problèmes se multiplièrent rapidement. Dans le froid, rien ne se comportait comme il le devait. L'huile moteur s'épaississait en une boue visqueuse. Les batteries mouraient sans avertissement. La graisse se figeait autour des pièces mobiles. Même les choses les plus simples, comme alimenter une bande de balles dans une mitrailleuse, devenaient une épreuve. Les bandes de munitions réglementaires pour les mitrailleuses du Sherman étaient à base de tissu avec des maillons métalliques espacés pour les cartouches de calibre 50. Par temps chaud et sec dans le désert, elles fonctionnaient bien. Mais dans les Ardennes, où les températures chutaient en dessous de zéro et où tout était trempé par un brouillard glacial, les bandes se raidissaient. L'humidité s'infiltrait dans le tissu. La glace se formait dans les boucles. Les maillons se déformaient légèrement avec le froid. Juste assez pour provoquer des ratés ou des enrayages complets. Les soldats tentèrent d'improviser. Certains chauffaient les bandes près du bloc moteur avant de les charger. D'autres les frottaient avec de l'huile ou les enveloppaient dans des écharpes. Mais dès qu'on les insérait dans l'arme et qu'on commençait à tirer, la friction, mélangée au froid et au sable, les transformait en des amas tordus et inutiles. Les enrayages n'étaient pas seulement frustrants. Ils étaient mortels. Dans la guerre des blindés, les secondes comptaient. Si votre mitrailleuse coaxiale ou celle montée sur le toit se bloquait pendant une embuscade, l'infanterie ennemie pouvait vous submerger. Si votre chargeur ne pouvait pas suivre le rythme d'un système d'alimentation défaillant, votre canon principal se terrait au milieu d'un combat. Et c'est exactement ce qui se passait à travers les Ardennes. Des unités blindées entières se retrouvèrent sous-équipées, sous-approvisionnées et sous l'attaque incessante des divisions de panzers allemands qui connaissaient le terrain et prospéraient par temps froid. Les lignes de ravitaillement américaines étaient surchargées, enchevêtrées sur des routes secondaires glacées où les camions se mettaient en portefeuille et le carburant gelait dans les conduites. Un équipage de chars écrivit dans une lettre des semaines plus tard, « Nous ne combattions pas les Allemands. Nous combattions la météo. Les routes et le fait que rien de ce que nous avions ne fonctionnait comme il le devait. » Tel était le contexte auquel Calvin Brigg fut confronté en montant dans son Sherman ce matin-là. Aucune bande de remplacement n'arrivait. L'unité de ravitaillement assignée à son bataillon était tombée dans une embuscade la nuit précédente. La rumeur disait que seuls 2 des 8 camions étaient passés. Les autres brûlaient quelque part près de Malmedy. Son char, nom de code, Lion Charlie 4, avait moins de 200 cartouches de mitrailleuse. La moitié se trouvait dans des bandes qui s'étaient déjà enrayées une fois auparavant. Le reste était en vrac, non lié et inutilisable sans un équipement adéquat. Pourtant, ils sont partis parce qu'il le fallait. Parce qu'il ne restait personne d'autre pour tenir la ligne dans ce secteur. Et alors que le ciel s'assombrissait et que la neige s'épaississait, Calvin le sentit dans ses tripes. La guerre n'était plus une question de stratégie, de généraux ou de politique. Elle était devenue quelque chose de brutalement simple, qui pourrait maintenir ces machines en état de marche assez longtemps pour survivre? Et niché sous son siège, soigneusement plié dans ce sac en toile de jute, se trouvait la chose dont tout le monde s'était moqué. La chose que personne n'avait enregistrée, approuvée ou même regardée à 2 fois. Une bande de munitions faite maison, cousue par un garçon de ferme aux doigts gourds et avec trop de temps libre. Et en quelques heures, cette invention ridicule allait devenir la raison pour laquelle 4 hommes sont sortis vivants de la forêt. La moquerie et l'isolement. Ce n'est pas réglementaire? Gamin. Dans le monde de la guerre, il y a peu de place pour l'anticonformisme. L'uniformité est synonyme de survie. La réglementation est un évangile. Et quiconque ose sortir des sentiers battus, aussi bien intentionné soit-il, est souvent accueilli avec plus de mépris que de soutien. Calvin Brigg l'a appris très tôt. Il avait montré son prototype de bande à son équipage de chars lors d'une accalmie entre 2 patrouilles près de la frontière française. Ils étaient garés dans un verger boueux, buvant un café amer dans des gobelets en métal. Le ciel était une traînée de gris terne. Calvin, fier mais silencieux, brandit la bande de tissu comme un magicien présentant son tour final. Elle n'avait l'air de rien.
Des boucles de coton usées soigneusement espacées. Chaque centimètre fait main. La couture était grossière mais solide. Renforcée par un double fil. Calvin avait même frotté le tissu avec de la cire et de la graisse pour le garder souple dans le froid. Le pilote ricana le premier. Qu'est-ce que c'est que ça? Une écharpe pour balle? Le tireur se pencha en avant, tenant sa tasse de café comme un prêtre son calice. Brigue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour l'amour de Dieu? Tu fais de la couture pour la Croix-Rouge maintenant? Même le chef de char? Le lieutenant Jarvis? Un homme sévère de l'Ohio avec une coupe en brosse réglementaire. Haussa un sourcil. Où as-tu eu cette idée? Calvin expliqua. Les enrayages. Le gel? Les bandes grippées. Il parla de la façon dont le tissu absorbait l'humidité et se raidissait dans le froid. Il leur raconta les heures passées à coudre. À mesurer l'espacement à la main. À tester les boucles avec des cartouches factices. Il était calme. Précis. Comme un mécanicien décrivant un moteur qui a des ratés. Mais la réponse ne fut pas l'intérêt. Ce fut le rire. Le chef de char secoua la tête. Ce n'est pas réglementaire? Gamin. Et il y a une raison à cela. Le tireur ajouta, ouais. C'est parce que personne ne veut tirer à la mitrailleuse avec les maniques de sa grand-mère. Même quand Calvin réussit à leur montrer comment les cartouches glissaient dans les boucles sans résistance. Comment la bande s'enroulait proprement sans se plier. Comment elle s'alimentait mieux que les chaînes à maillons métalliques. Il s'en fichait. Il n'était pas cruel? Juste. Fatigué. Cynique. Après des mois de combat. La plupart des hommes s'en tenaient à ce qu'ils connaissaient. À ce qui était familier. Même si ça ne fonctionnait pas. Cette nuit-là. Seul à côté du char. Calvin essuya la bande avec un chiffon et la plia doucement dans le sac en toile de jute. Il ne discuta pas. N'insista pas. Il n'essaya plus jamais de prouver quoi que ce soit. Mais il n'arrêta pas non plus. Pendant que les autres buvaient ou jouaient aux cartes. Il testait différents types de tissus. Expérimentait des mélanges d'huile. Ajustait les coutures pour résister à l'effilochage. À un moment donné. Il a même découpé un vieux sac de marin pour des boucles plus solides. Il devint une sorte de curiosité silencieuse. Le gars de la bande de munitions. La blague récurrente. Si le fusil de quelqu'un s'enrayait. On le taquinait, tu aurais dû utiliser une des courtes pointes de Calvin. Si les bandes gelaient. Quelqu'un pouvait marmonner, on devrait peut-être rendre sa trousse de couture au gamin. Et pourtant. Quelque chose restait. Car malgré les moqueries. Personne ne jeta jamais son invention. Il ne l'utilisait pas. Mais il ne la jetait pas. Il y avait une part d'eux. Au fond. Qui espérait qu'il ait raison. Et ce n'était pas seulement l'équipage. L'intendant refusa d'enregistrer ces bandes comme équipement officiel. On ne tient pas une mercerie ici, dit-il. Prenez du matériel réglementaire ou ne prenez rien du tout. Un sergent plaisanta en disant que si Calvin continuait, il finirait par coudre des écussons pour l'ennemi. Le message était clair, l'innovation sans permission était de l'insubordination. Mais Calvin n'a jamais cherché la permission. Il n'essayait pas de réécrire les règles. Il voulait juste que sa mitrailleuse fonctionne quand ça comptait. Il savait que ce n'était pas joli. Que ce n'était pas réglementaire. Mais il savait aussi ce qui arrivait aux chars qui s'enrayaient en plein combat. Il avait vu les carcasses calcinées jonchant les bords des routes. Les tourelles noircies éventrées par des tirs anti-chars. Il avait aidé à en sortir les corps. Et donc, pendant qu'il riait, il continuait à coudre. Parce que quelque chose au fond de lui disait que le pire n'était pas passé. Et quand il arriverait, quand la vraie tempête frapperait, il ne serait pas celui qui serait pris à tirer sur du métal gelé d'une bande enrayée. En maudissant des lignes de ravitaillement qui n'arriveraient jamais. Il serait prêt. Même si personne ne le croyait. La bataille commence.
L'enfer gelé des Ardennes. L'aube n'est jamais vraiment arrivée. Le 17 décembre, le ciel des Ardennes pesait comme un couvercle sur le monde. Lourd de nuages gris acier qui promettaient encore plus de neige. Les arbres, noirs et squelettiques, se penchaient sur les routes étroites comme des pleureuses à un enterrement. Et sous eux, les chars américains attendaient. Calvin Brigg était assis sur le siège du chargeur, son souffle s'échappant en courtes bouffées contrôlées. L'intérieur du Sherman était un mélange de métal, d'huile et de sueur. Assez froid pour piquer ses doigts. Assez chaud pour embuer ses lunettes une fois qu'il commencerait à bouger. La radio du char s'était tue vers 4 heures du matin. Leur dernier message, tenez le carrefour à tout prix. Lyon Charlie 4. Son char était l'un des 6 Sherman dispersés dans une clairière à l'est de Bastogne. Il n'était pas en formation. Il n'y avait pas eu le temps. Il s'était retranché le long d'une ligne de crête peu profonde, essayant de couvrir un chemin forestier gelé qui servait maintenant de corridor de ravitaillement vital. Ou du moins, il l'avait été, avant que les obus allemands ne cratérisent la route. Puis, à 7h13, le premier obus atterrit. Pas d'avertissement, juste un hurlement strident et une éruption de neige. De boue et de bois à 20 mètres sur leur droite. La voix du chef de char crépita dans l'interphone, contact devant. Tireur. Aux aguets. Calvin passa à l'action, ouvrant brusquement le casier à munitions et tirant un obus de 22 kilos sur ses genoux. Ses doigts cherchaient une prise. Tout était glissant de givre. À travers la fente du périscope, il les vit. Des ombres dans les arbres. Des formes camouflées rampant dans la neige. De l'infanterie allemande soutenue par des Panzer IV. Le tireur cria, distance 600. Relèvement blindé 295. Calvin enfonça l'obus dans la culasse. Prêt. Le canon aboya. Une détonation si forte qu'elle vous frappait à la poitrine, faisant vibrer les os. Le Sherman recula. Et quelque part là-bas dans les arbres, l'un des chars allemands disparut dans une fleur de noir et d'orange. Ils ne s'arrêtèrent pas. Un autre obus hurla, cette fois frappant le Sherman à côté d'eux. Lyon Charlie 2. Il n'a pas explosé. Il a pénétré. La trappe de la tourelle s'ouvrit violemment comme une porte défoncée. Des flammes jaillirent vers le ciel. Pas de mouvement de deux, murmura le chef de char. On est seul. Pendant les 10 minutes suivantes, Calvin rechargea obus après obus. Ses gants étaient en lambeaux. Ses poignets crispés. Les muscles de ses épaules en feu. Il tirait des obus explosifs. Des obus perforants. Tout ce qu'il pouvait atteindre. Puis vint le son qu'il redoutait. Le tireur frappa le récepteur. Mitrailleuse en panne. Là. 50 montées sur le toit étaient enrayées. La bande de tissu était gelée, obstruée par la glace et la boue. Calvin la retira. Essaya de la réchauffer avec son souffle. Mais elle s'enroulait comme de l'écorce cassante. La mitrailleuse coaxiale montée à côté du canon principal avait encore des munitions. Mais seulement 30 cartouches. Et l'infanterie allemande se rapprochait. Trop près. Brigg. Alimente vite, cria le tireur. Calvin ouvrit le coffre de rangement. Il ne restait que des cartouches en vrac et 2 bandes qu'ils avaient déjà essayées et jetées pendant l'entraînement. Raides. Gonflées. Les maillons métalliques juste assez déformés pour se coincer dans le couloir d'alimentation. C'est là qu'il baissa les yeux. Le sac en toile de jute. Toujours là. Toujours plié. Calvin le fixa. Puis le tireur, qui avait déjà commencé à crier « On va perdre l'arme ». Allez. Il n'expliqua rien. Ne demanda rien. Il déchira simplement le sac. Sortit la bande faite maison et commença à la charger dans le couloir d'alimentation. Les yeux du tireur s'écarquillèrent. « T'es sérieux ?
Mais Calvin ne parla pas. Ses mains bougeaient par instinct. La bande glissa en douceur. Sans résistance. Le tissu ciré gardait sa forme même dans l'air glacial. Les cartouches s'ajustaient parfaitement dans chaque boucle. Alignées comme des dents dans une mâchoire parfaite. Le tireur agrippa la détente. Le Sherman trembla. Cette fois. L'arme ne toussa pas. Ne cala pas. Elle rugit. La mitrailleuse coaxiale ouvrit le feu en une longue rafale ininterrompue. Fauchant les arbres. La neige et les corps. Les soldats allemands plongèrent à couvert. Calvin en vit deux tomber en plein sprint. Leurs fusils tournoyant. Pour la première fois de la matinée. Personne à l'intérieur du char ne dit un mot. L'arme continuait simplement de tirer. Et tirer. Et tirer. Les minutes passèrent. Des dizaines de cartouches tirées. La bande passait dans le récepteur comme un ruban de soie. Dehors. Les Allemands hésitaient. Un de leurs semi-chenillés tenta de contourner par la droite. Pour être accueilli par le canon du Sherman. Calvin rechargea et ils le détruisirent d'un seul coup. Puis le char sur leur flanc gauche prit feu. Un coup direct. Mais il ne bougeait toujours pas. L'arme continuait de fonctionner. Personne ne pouvait y croire. La bande faite maison. Moquée. Rejetée. Oubliée. Fonctionnait mieux que tout ce qu'ils avaient jamais utilisé. Bon sang. Marmonna le tireur. Ce truc s'alimente comme un rêve. Calvin ne sourit pas. Il sortait déjà la deuxième bande du sac. Il n'était pas sorti d'affaire? Loin de là. Mais pour la première fois depuis le début de l'attaque. Il ne se contentait pas de survivre. Il se battait. Le risque et le retournement de situation. Continue de l'alimenter. Pendant les premières minutes. Personne ne l'a reconnu. La bande de munitions artisanales continuait de s'alimenter. Le fusil continuait de tirer. Et les hommes à l'intérieur du Sherman fonctionnaient simplement comme une seule machine. Chacun faisant sa part. Sans se demander comment ni pourquoi cela fonctionnait. Simplement reconnaissant que ce soit le cas. Mais alors que la deuxième heure s'écoulait. Quelque chose changea. Le tireur. Le sergent-chef Le Whistle. Se pencha en arrière entre deux rafales. Haletant. Ses gants sombres de sueur. Il regarda Calvin d'un air presque penaud. Tu en as une autre de ces choses? Calvin hocha la tête. Deux de plus. Au fond du sac. Hall n'hésita pas. Charge-la. On ne s'arrête pas. Dans la trappe du chef de char. Le lieutenant Jarvis aboyait dans une radio morte. Puis regarda Calvin. C'est votre invention? Calvin marqua une pause. Oui. Mon lieutenant. Jarvis grogna. On dirait que vous venez de nous sauver la vie. Soldat. Pas de sarcasme. Pas de regard en coin. Juste 5 mots. Et ils frappèrent Calvin plus fort que n'importe quelle explosion qu'il avait entendue ce matin-là. Dehors. La neige était rouge par endroits. De la vapeur sifflait de la coque fissurée d'un char voisin. La forêt résonnait du crépitement lointain des mitrailleuses et du grondement occasionnel de l'artillerie lointaine. Mais ici, sur ce lopin de terre battue, Lion Charlie 4 était toujours en vie. À cause d'une bande de tissu en laquelle personne ne croyait. À la 3e heure. Les autres chars l'avaient remarqué. Un Sherman à leur droite appela par signaux de drapeau. Demandant comment il parvenait encore à effectuer des tirs de suppression. Jarvis se pencha. Brandit la bande comme une prise de choix. Le chef de char de l'autre côté de la clairière se contenta de fixer. 10 minutes plus tard. Un agent de liaison. Un caporal avec une jambe bandée. Se précipita à découvert. Esquivant les tirs. Serrant une note. Pouvez-vous nous prêter une bande? Jarvis regarda Calvin. Calvin n'hésita pas. Donnez-leur la deuxième.
Je vais recharger la troisième maintenant. À présent. La neige avait fondu dans un large rayon autour du moteur du Sherman. De la vapeur s'échappait de la trappe. Des douilles remplissaient le sol comme des flaques de laiton. L'uniforme de Calvin était trempé. Ses doigts étaient engourdis et couverts d'ampoules. Mais la bande s'alimentait en douceur. Encore et encore. Ce qui avait commencé comme un pari désespéré était devenu une révolution silencieuse. À un moment donné, la blague cessa. Plus personne n'appelait ça la courte pointe de Calvin. Plus personne ne riait des machines à coudre ou des garçons de ferme avec trop de temps libre. Au lieu de cela, il demandait comment il l'avait fabriqué. Quels matériaux il avait utilisés. S'il pouvait leur apprendre. Dans ce coin gelé de Belgique. Pendant l'une des offensives surprises les plus sanglantes de la guerre. Un chargeur de 22 ans du Kentucky a réécrit les règles de la logistique du champ de bataille. Pas avec le grade. Pas avec des ordres. Mais avec une aiguille. Du fil et une détermination à toute épreuve. Et à la 4e heure. Chaque homme dans ce char savait une chose. Il ne se battait pas seulement avec une machine. Il se battait avec une idée. Une idée cousue à la lueur d'une bougie. Et pour une fois, l'armée ne riait pas. Le miracle de 4 heures. Le feu ne s'arrête pas. À la 3e heure de combat. Lion Charlie 4 était le seul Sherman tenant encore sa position sur la crête. De la fumée s'enroulait des bouches d'aération du moteur. Le canon principal rougeoyait faiblement à force de tirs répétés. Des douilles en laiton jonchaient le sol sous les bottes de Calvin. Cliquetant à chaque rotation de la tourelle. Dehors. La neige était déchiquetée. Non plus blanche. Mais brassée en une boue grise par la chaleur. Les explosions et le sang. Mais l'arme continuait de tirer. La mitrailleuse coaxiale avait maintenant tiré près de 500 cartouches. Alimentée entièrement par les 3 bandes artisanales que Calvin avait cousues des semaines plus tôt. En silence. Dans l'ombre. Sous une lumière vacillante. Chaque boucle mesurée à la main. Espacée avec une règle sculptée à la main. Scellée à la cire. Gardait sa forme. Chaque cartouche chambrée proprement. Pas un seul enrayage. Pas une seule panne. Juste le rythme mécanique et régulier de la survie. Raté-até-té-até. Raté-até-té-até. Les Allemands avaient tenté de déborder 2 fois. Les 2 fois. L'arme les a accueillis de front. Cousant des rafales à travers les lisières d'arbres. Envoyant les fusiliers se mettre à couvert. Une unité a tenté de charger avec des grenades. Ils ont été fauchés avant de franchir la ligne de tranchée. À un moment donné, un semi-chenillé allemand a avancé de l'ouest. Son commandant debout. Aboyant des ordres. Hall n'a pas hésité. Le coaxial a suivi à gauche. Calvin a continué d'alimenter. 20 cartouches. Puis 10 de plus. Le semi-chenillé a fait une embardée. Son pare-brise a volé en éclats. Le tireur s'est affaissé. Le véhicule a dévié de sa trajectoire et a explosé contre une souche. Toute la crête a résonné des acclamations des trous de combat voisins. À l'intérieur du char. Calvin ne souriait pas. Il enfilait déjà les 2 derniers mètres de bande dans le récepteur. Le lieutenant Jarvis se pencha, essuyant la buée de ses lunettes. « Vous êtes sûr que ce truc n'est pas magique ?» Calvin secoua la tête. « Non. Mon lieutenant. Juste bien cousu. » Jarvis gloussa. « Rappelez-moi de mettre ça dans le rapport d'après-action. » Ce n'était pas seulement leur char qui changeait. D'autres équipages ont commencé à s'adapter à la volée. À la 4e heure. 2 chars voisins. Endommagés et à court de munitions. Ont envoyé leurs chargeurs à découvert sous un feu de couverture juste pour récupérer des morceaux du modèle de Calvin. L'un d'eux a pris la 2e bande artisanale que Calvin avait rangée dans son sac. Un autre équipage. Désespérément à court. A tenté d'imiter la structure en utilisant du coton provenant de manches d'uniforme et du cuir découpé dans des sacoches.
Ils ont travaillé avec des aiguilles à coudre pillées dans des trousses de secours et du fil de sac de couchage déchiré. Car soudain, le problème de l'armée n'était pas le manque de courage. C'était le manque de tissu. Et Calvin Brigg, autrefois rejeté comme le mécanicien silencieux avec un hobby de garçon de ferme, était maintenant la clé tacite de toute une ligne de défense. Puis l'artillerie cessa. Plus aucun obus ne tomba. Le feu allemand faiblit. Leurs assauts devinrent plus légers, plus courts, moins coordonnés. La fumée dérivait à travers les arbres en longues lignes fantomatiques. Des corps jonchaient les congères de neige. La contre-attaque avait heurté un mur. Et ce mur était construit d'acier, de sueur et d'une bande cousue de tissu et d'espoir. Lorsque les combats se sont finalement calmés après 4 heures de pression incessante, Lyon Charlie 4 était toujours debout. Brûlé, cabossé, mais intact. À l'intérieur, les hommes étaient assis dans un silence stupéfait, respirant de la vapeur et de la fumée, clignant des yeux à travers la brume de poudre et de sueur. Le canon du coaxial était noirci, presque trop chaud pour être touché. Mais le couloir d'alimentation, toujours propre, toujours en cycle. Hall posa la dernière douille. La voix rauque. Ce truc, il n'a jamais lâché. Calvin regarda ses mains. Brûlées, à vif. Le bout des doigts ensanglantés là où les boucles de tissu avaient éraflé sa peau à chaque chargement. Il ne se sentait pas héroïque. Il se sentait vide. Épuisé. Mais aussi, pour la première fois depuis qu'il avait posé le pied sur le sol européen, compris que ce qu'il avait fabriqué n'était pas seulement intelligent. C'était nécessaire. Dans une guerre alimentée par la production de masse, par les chaînes d'usines et les caisses sans fin estampillées de numéros de série, Calvin avait fait l'impensable. Il avait construit quelque chose à la main qui surpassait la machine de guerre. Et ce miracle, cette humble bande cousue main, avait tenu la mort à l'extérieur de leur écoutille pendant 4 longues heures. Où avez-vous appris à faire ça? Le silence qui suivit la bataille fut plus assourdissant que les tirs. La forêt des Ardennes. Quelques instants plus tôt vivante de cris, d'explosions et du cliquetis des mitrailleuses, reposait maintenant immobile sous un ciel meurtri. La fumée s'enroulait paresseusement à travers la cime des arbres. Des arbres avaient été fendus en deux. Des cratères fumaient de chaleur. Le sang coulait noir dans la neige. À l'intérieur de Lyon Charlie 4, l'équipage était assis, immobile. Non pas parce qu'ils étaient indemnes, mais parce qu'ils étaient en vie. Le lieutenant Jarvis fut le premier à rompre le silence. Il sortit à moitié de la trappe, regarda par-dessus la crête, puis redescendit dans la tourelle. Il se tourna vers Calvin. C'était fait en quoi? Déjà? Ce truc? Calvin s'éclaircit la gorge. La voix sèche comme du papier de verre. Des bandes de coton, de la cire, et des coutures d'un harnais de siège. Jarvis cligna des yeux. Et ça ne s'est jamais enrayé? Non. Mon lieutenant. Pas une seule fois. Le lieutenant attrapa son carnet, l'ouvrit à une page blanche et commença à écrire. Pas une réprimande. Pas un avertissement. Une entrée. Un enregistrement. 2 heures plus tard. Une fois les blessés stabilisés et le front temporairement calme, un groupe d'officiers visita le char. Parmi eux se trouvaient des sergents de la logistique, 2 lieutenants d'autres sections et un capitaine du quartier général du bataillon. Ils étaient tous venus voir la bande. La bande? Celle-là même pour laquelle on s'était moqué de Calvin. Elle était maintenant soigneusement étendue sur le blindage arrière du Sherman, étirée comme une relique sacrée. Elle était noircie par les résidus de poudre, raidie par endroits par la chaleur. Mais chaque boucle tenait encore sa forme. Le capitaine l'examina pendant une bonne minute avant de parler. Où avez-vous appris à faire ça?
Calvin baissa les yeux sur ses gants. Mon père. Les trucs de la ferme. Réparer le matériel. Coudre les sacs de grains. Le capitaine hocha lentement la tête. Vous pensez que vous pourriez en faire quelques autres? Je peux essayer. Essayez vite. Dès le lendemain matin, Calvin fut temporairement retiré du front et affecté à une tente de ravitaillement à moins d'1 kilomètre de la crête. L'ordre venait directement du commandement du bataillon. Sa mission, reproduire la bande. On lui donna du tissu, des outils, et même de l'aide, 2 autres soldats qui savaient se servir d'une aiguille et de fil. Ils travaillèrent sur des caisses sous une bâche en toile. Les mains tremblantes de froid. Coupant et cousant tandis que l'artillerie cognait au loin. À la fin de la journée, ils avaient 9 bandes. À la fin de la semaine, 34. La nouvelle se répandit rapidement. Les équipages de tout le secteur commencèrent à demander des « bandes brigues », comme on les appelait désormais officieusement. Certains copièrent le modèle. D'autres expérimentèrent des variations, ajoutant des coutures supplémentaires. Différentes tailles de boucles. Des enduits à base d'huile. Aucune n'était tout à fait aussi fiable que l'original. Mais elle fonctionnait. Plus important encore, elle donnait confiance aux équipages. Car rien à la guerre n'est plus dangereux que l'hésitation. Et rien ne provoque l'hésitation plus vite qu'une arme peu fiable. Et grâce à un jeune fermier de 22 ans du Kentucky, il y avait maintenant une chose de moins à craindre à l'intérieur d'un Sherman. Calvin ne fit jamais de discours, ne demanda jamais de crédit. Mais chaque fois qu'un autre chargeur venait demander « Comment as-tu fait pour que ça s'alimente si bien ?» il s'agenouillait à côté de lui, étendait la bande de coton et expliquait patiemment. Précisément. Humblement. Il n'enseignait pas l'invention. Il enseignait la fierté de faire quelque chose correctement. Aussi petit soit-il. Et pour les hommes autour de lui, qui avait autrefois ri, qui l'avait autrefois rejeté comme un amateur avec trop de temps libre, cette compétence silencieuse devint quelque chose de sacré. Car dans une guerre remplie de chaos, d'incertitudes et de machines qui cassaient trop souvent, Calvin Briggs avait fabriqué quelque chose qui tenait. Quelque chose sur lequel il pouvait compter. Que s'est-il passé après la guerre? La guerre prit fin 5 mois plus tard. Le 8 mai 1945. L'Allemagne capitula. Jour de la victoire en Europe. Les rues furent inondées de célébrations de Londres à New York. Des soldats pleurèrent. Embrassèrent des inconnus. Levèrent leurs verres. Mais dans un hôpital de campagne tranquille près de Liège, en Belgique, Calvin Briggs ne célébrait pas. Il dormit. Pour la première fois depuis des jours. Il avait travaillé sans relâche. Même après la fin de la bataille des Ardennes. Les bandes Briggs avaient atteint 3 divisions en mars. Et bien qu'elles n'aient jamais été officiellement adoptées dans les chaînes d'approvisionnement de l'armée, elles furent copiées, modifiées et louées à voix basse par les hommes qui leur devaient la vie. On proposa à Calvin une recommandation pour une Bronze Star. Il refusa, disant que les vrais héros étaient les hommes qui n'étaient jamais rentrés chez eux. Quand il retourna au Kentucky plus tard cette année-là, la ferme était toujours debout. Mais à peine. Son père était décédé pendant la guerre. Son jeune frère, trop jeune pour s'enrôler, avait fait de son mieux pour maintenir l'endroit à flot. Calvin reprit là où il s'était arrêté. Il répara des tracteurs, souda des portails. Il épousa une institutrice nommée June et eut 2 enfants. Il ne se vanta jamais. N'accrocha jamais de médaille au mur. La plupart de ses voisins ne savaient même pas qu'il avait servi. Et encore moins qu'il avait aidé à inverser le cours de l'une des batailles les plus féroces de la guerre avec rien d'autre que du tissu, de la graisse et du cran. Mais quelques lettres arrivèrent. Une d'un ancien chef de char de la 99e division d'infanterie. Une d'un officier d'approvisionnement de Bastogne. Une d'un membre d'équipage qui écrivit simplement « Vous ne me connaissez pas. Mais votre bande a fonctionné. Et grâce à ça,
J'ai pu voir ma fille fêter son premier anniversaire. Calvin ne répondit jamais à la plupart d'entre elles. Il n'en avait pas besoin. Il n'avait pas fabriqué la bande pour la reconnaissance. Il l'avait faite parce que quelque chose ne fonctionnait pas. Et il ne pouvait pas vivre avec ça. Des décennies passèrent. Il construisit un garage à la périphérie de la ville. Apprit à son fils à changer des plaquettes de frein. À sa fille à souder des fils. Il restait silencieux pendant les défilés. Saluait poliment lors des commémorations. Écoutait plus qu'il ne parlait. Mais une fois par an. Par un matin froid de décembre. Il allait à la grange. Sortait une boîte poussiéreuse et déroulait quelque chose de délavé et d'effiloché. Une bande de tissu de coton assombrie par le temps. Cousue à la main. Son fils lui demanda un jour, « Tu as vraiment tiré sur les Allemands avec ça ?» Calvin sourit. « Non. » dit-il. « Mais j'ai aidé quelqu'un qui l'a fait. » C'était suffisant. Il mourut en 1989 dans son sommeil. Après avoir réparé le même tracteur sur lequel il avait travaillé pour la première fois avec son père avant la guerre. Aucun monument ne porte son nom. Aucun manuel ne raconte son histoire. Mais demandez à n'importe quel homme qui a servi dans les Ardennes cet hiver-là. Et il se souviendra peut-être d'un char. D'une mitrailleuse qui ne s'arrêtait pas. Et d'un homme silencieux qui a cousu la vie dans une bande de tissu alors que le monde s'effondrait. La guerre est souvent rappelée en chiffres. 16 millions d'Américains ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus de 400 000 sont morts. Des dizaines de milliers de chars ont traversé l'Europe. Des millions de cartouches tirées. Des milliards de dollars dépensés. Mais derrière chaque statistique se cache une personne. Un visage. Un nom. Un petit moment qui a tout changé. Calvin Brigg n'a pas gagné la guerre. Il n'a pas mené de charge ni capturé de généraux ennemis. Il n'a jamais fait la une d'un journal. Mais pendant 4 heures au milieu d'une forêt gelée. Quand tout s'est cassé. Quand les manuels ont échoué et que l'équipement officiel s'est effondré sous le poids de la guerre. Son invention a fonctionné. Parce qu'elle a été fabriquée non pas par une usine. Mais par des mains qui comprenaient les machines. Parce qu'elle est née non pas d'ordre. Mais de l'observation. De l'échec et d'une détermination silencieuse. Parce qu'il se souciait assez pour ne pas attendre que quelqu'un d'autre règle le problème. Il y a une leçon là-dedans. Dans un monde où la plupart des gens attendent qu'on leur dise quoi faire. Calvin Brigg a cousu une nouvelle réponse. Non pas parce qu'il voulait la reconnaissance. Mais parce qu'il refusait d'accepter que, suffisant, soit suffisant quand des vies étaient en jeu. Dans le chaos de la guerre. Nous cherchons souvent des héros dans les grands gestes. Mais parfois, l'héroïsme ressemble à un jeune homme penché sur une lampe. Les doigts à vif. Mesurant du fil contre des douilles usées. Cousant en silence pendant que le monde rit. Et quand la fumée se dissipe et que le silence revient. Ce sont ces petits actes. Ceux que personne n'a remarqués à l'époque. Qui finissent par faire toute la différence. C'est le paradoxe de la Seconde Guerre mondiale. Ce fut le conflit le plus grand et le plus industrialisé de l'histoire humaine. Gagné non seulement par des généraux, des stratégies et des chiffres de production, mais aussi par des individus qui ont vu ce qui était cassé et ont osé le réparer. Même avec du tissu. Même avec du fil. Même avec des mains qui tremblaient dans le froid. Nous ne nous souvenons pas de Calvin Brigg parce qu'il l'a exigé. Nous nous souvenons de lui parce que lorsque la mitrailleuse ne voulait pas tirer. Que le froid rendait l'acier inutile et que la mort attendait dans les arbres. Il a donné une voix au Sherman. Et pendant 4 heures. Cette voix a rugi à travers la forêt. Défiante et ininterrompue. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire? Partagez vos pensées en commentaire et partagez ce récit avec quelqu'un qui croit encore qu'une seule personne ne peut pas faire la différence.